Alors, bienvenue à tous sur Miles and Minds podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Lancelevé, auteur du livre La Quête dans les coulisses de la Chartreuse Terminorum. Donc, la Chartreuse Terminorum, c'est un des ultra trails les plus durs du monde, de France. C'est inspiré donc de la célèbre Barclay. Ça a lieu en Isère. Simon, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. J'espère que ça va bien aussi pour tous les auditeurs et les auditrices. On va faire comme si on s'était pas parlé juste avant pour l'amour du podcast. Ouais, ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter, peut-être pour ceux qui te connaissent pas encore? Alors, comme tu l'as très bien dit, moi je suis auteur d'un ouvrage qui s'appelle La Quête. Je suis aussi sociologue, spécialisé dans l'endurance et des courses un petit peu bizarres comme justement cette Terminerum et aussi des courses de format backyard. J'ai travaillé 4 ans vraiment sur ces formats parce que je suis passionné en fait tout simplement et que j'avais envie de comprendre un petit peu comment ça se passait en fait, comment les coureurs étaient amenés à y aller et pour ça j'ai pas hésité à chausser des baskets parce que je suis pratiquant aussi de course à pied depuis mes 8-10 ans et pour suivre les coureurs vraiment devenir un peu leur ombre et essayer encore une fois de comprendre et de prendre un peu le pouls de cette épreuve, enfin de ces épreuves. Et à côté de ça, aujourd'hui, je travaille aussi en qualité de sociologue et d'enseignant pour le diplôme universitaire du trail running à Grenoble. Justement, tu parlais des origines de ta passion. Tu dis que tu as commencé à courir à 8-10 ans. Tu as commencé par l'athlétisme? Alors j'ai commencé par une simple course, on va dire, de village, un petit peu poussée par les enseignants, enfin un peu l'USEP à l'époque, hein, c'est comme ça qu'on appelait un petit peu les enseignants enfin, il y avait des rencontres entre écoles et il y avait aussi une course dans la ville où j'habitais et les enseignants et mon parrain ils m'ont dit tiens, ce serait cool d'y participer comme plein d'autres enfants et j'ai été un peu mordu en fait finalement par cette épreuve parce que je trouvais que c'était super cool. À l'époque, ça remonte, mais il y avait aussi des mondiaux d'athlétisme en France en 2003, donc il y avait Ouais. un peu une effervescence autour de la course et vu que j'avais aussi un bon résultat, je pense que quand t'es enfant, c'est quand tu rentres, que tu fais un podium, t'es tout de suite à te dire ouais c'est parti, c'est la grande vie, ouais tout de suite j'ai accroché et après ouais, mais j'ai fait de l'athlé, j'ai fait du cross country, plutôt du 800, du 1500 mètres un peu plus tard et très peu de route. Ok. Et du coup, comment tu t'es dirigé vers le trail, sans trop en dire peut-être pour l'instant, mais comment voilà tu passes de ces premières découvertes du sport à voilà la montagne et cette pratique-là qui est totalement différente de la route déjà. Alors moi je viens des Hauts-de-France, hein, du Pas-de-Calais plus précisément, à côté de la ville de Lens, bien connue pour son club de foot. Mm. Donc c'est vrai que la montagne c'est pas une évidence en fait pour moi. J'étais plutôt par contre attiré par l'endurance d'une manière générale parce que il se trouve qu'à quelques kilomètres du lieu enfin de vie de mes parents, il y avait une course qui avait été créée, qui était une course de 6 heures dans un premier temps, qui ensuite a évolué dans une course de 24 heures. Donc, c'était les 24 heures de l'Éco du Pas-de-Calais, 24 heures d'Olin. Et moi, quand j'ai vu cette course arriver en faisant du 800, du 1500, ça me paraissait Mm. complètement dingue et surtout que je connaissais des coureurs qui s'y inscrivaient, même des personnes qui couraient pas forcément beaucoup qui s'y inscrivaient. Et donc je suivais ça un petit peu et avant de venir au trail, en fait, j'ai commencé moi à m'intéresser à ces courses, au fur et à mesure à y participer aussi. Et donc ouais, j'ai pris le goût un peu pour ces épreuves d'ultra, du 24 heures en équipe, en solo ensuite. Et j'ai découvert vraiment le trail à la suite d'un stage parce que quand j'étais en master, il a fallu faire un stage dans une entreprise et j'ai candidaté pour l'entreprise Red Light Vertical qui avait encore à l'époque des stations de trail et la mission c'était finalement d'animer des temps forts autour du trail dans le massif de la Chartreuse et notamment des événements que sont le Trail Festival et le Winter Trail et c'est à cette occasion vraiment que j'ai découvert la montagne et le trail mais à l'époque, je faisais encore des courses de 24 heures. Ok, donc tu découvres aussi le trail justement déjà par la Chartreuse. Ouais, exactement. La Chartreuse, c'est le premier massif que j'ai visité aussi. Hein. J'avais jamais trop mis les pieds en montagne avant. Euh, donc c'est vraiment, ça a été pour moi
enfin, je l'ai déjà dit peut-être et écrit, hein, mais c'est un choc vraiment pour moi la Chartreuse. Quand j'arrive, j'ai l'impression de vivre un peu presque comme dans un film, hein, comme dans Into the Wild, hein, presque de découvrir un paysage qui qui paraît un petit peu austère sous certains abords et en même temps aussi une montagne qui est vraiment magnifique parce qu'on elle est pleine de contrastes. C'est un massif qui est très vert aussi, avec une certaine atmosphère liée à la présence aussi des moines de la Grande Chartreuse. Donc tout ça, c'est forcément, enfin, je savais que ça serait très dur de repartir de cette région. D'ailleurs, j'y suis encore. À côté de cette passion, tu nous l'as dit tout à l'heure, donc tu es docteur, tu donnes notamment des cours liés au sport, mais aussi tu agis dans un contexte plus précis du trail. Est-ce que ça a tout de suite été une évidence, soit dans ton parcours professionnel, de lier cette passion à ton travail, à ce que tu fais professionnellement? Alors une évidence, non, pas forcément. Par contre, parce qu'avant en fait, quand j'ai fait ce stage, en fait, j'avais un petit peu, j'ai un parcours un peu atypique. C'est qu'avant d'aller en master, j'avais travaillé en tant que journaliste et j'ai repris un master un peu plus tard, que le cursus classique. Et quand je faisais du journalisme, j'étais pas du tout dans le milieu du sport, mais D'accord. vraiment pas du tout. Je faisais de la presse régionale et j'ai fait un peu de national, mais plutôt du service politique. Donc rien à voir. Et même mes premiers travaux de recherche n'étaient pas consacrés au trail running ni à la course à pied, mais plutôt à des politiques culturelles. J'ai travaillé par exemple sur le musée du Louvre à Lens pour savoir un petit peu comment le public local avait réceptionné ce musée. Donc c'était pas une évidence. C'était plutôt une aubaine, je dirais, d'avoir un stage par la suite qui était en lien avec une pratique que j'affectionnais, que je regardais un petit peu de loin, parce que même quand je vivais en Pas-de-Calais, je suivais un peu, je voyais bien Kylian Jornet qui commençait un peu à faire parler de lui, etc. Donc on suivait ça de loin, mais en même temps on se représentait pas trop ce que c'était, je pense, avec mes copains du Pas-de-Calais à cette époque-là. Et et en même temps, j'ai toujours eu besoin et j'ai encore besoin de pratiquer du sport pour avoir un équilibre avec ma vie pro, je dirais, parce que souvent, j'ai remarqué quand je me suis lancé dans des défis pro à côté, il y avait un défi sportif qui apparaissait quelques jours ou quelques semaines après, un peu comme s'il fallait équilibrer les deux en fait et avancer sur ces deux jambes-là, d'un côté le pro et puis de l'autre côté le sportif. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu découvres la Chartreuse et la beauté de ce massif. Tu découvres donc la course qui va avec, dont tu parles dans le livre. Quel est l'élément déclencheur qui te fait te dire, OK, il faut vraiment que j'écrive ce livre sur cette course? Voilà, l'élément déclencheur, c'est quand tu vois un peu les coureurs qui sont alignés quand même, certains des coureurs qui ont déjà eu des beaux résultats sur d'autres épreuves, qui sont un peu connus dans le milieu et dont on peut parler dans le massif. Quand tu vois ces athlètes, finalement la première année, aucun arrivait à faire les 3 tours. Tu te dis mais comment c'est possible en fait une épreuve où finalement t'es voué, tu sembles voué à l'échec en tant que coureur. Tu te dis ça paraît incroyable quoi. Là, il y a la distance, c'est 300 kilomètres, c'est loin d'être la norme en ultra trail, hein, où on est plutôt autour des 100 miles, hein, quand même. À 300 kilomètres, t'as l'aspect aussi autour de la navigation avec des livres à trouver que tu as dit comme sur la Barclay. Et là, si tu dis, mais c'est quoi cette course? C'est une chasse au trésor? Est-ce que c'est vraiment finissable? Et c'est cette question-là que tu as envie de voir. Finalement, est-ce que certains vont être amenés à la finir? Est-ce que certains se conditionnent aussi pour la finir? Et concrètement, qu'est-ce qui se passe durant ces 80 heures de course ou qu'est-ce qui se passe sur les sentiers? Parce qu'il y a aussi tout un aspect secret. 40 coureurs sélectionnés par an. La date de candidature est inconnue, les modes de sélection sont assez opaques, hein, de loin et tout ça en fait ça crée du mystère et quand il y a un mystère souvent on a envie, il suffit de dire allez pas dans cette forêt interdite pour qu'on ait envie d'y aller entre guillemets. Donc il y a ce côté-là, ça fait forcément ça renvoie presque à un côté enfantin je dirais et moi c'est ce qui m'a attiré dans cette épreuve. Alors, en plus, comme on a dit tout à l'heure, du massif en lui-même, parce que tu te dis, l'épreuve, c'est pas simplement une épreuve où là, il y a une histoire quand même, tu vois, il y a l'histoire avec la Grande Chartreuse, tu le vois dans le nom même de la course, parce que ça vient des bornes qui délimitent le monastère de la Grande Chartreuse, et tout ça, en fait, ça crée une atmosphère que tu perçois de loin et que tu as envie de percer, justement.
Toi, pour ta part, tu l'as couru la course? Ouais, à 2 reprises et je l'ai couru pour justement pour essayer d'aller le plus loin possible dans ma démarche d'enquêteur. Et est-ce que du coup, il y a aussi cette volonté dans ce livre de partager, bah, tu l'as dit, une course qui est différente, qui semble impossible déjà. Est-ce que tu parles aussi du coup de ton parcours personnel dans cette course, tes sensations pendant celle-ci? Alors ouais, tu l'as dit, je suis chercheur, j'ai été journaliste aussi, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de raconter des récits, j'ai du plaisir à le faire et que le livre, c'est pas un ego trip en fait. Mmh. Concrètement, j'ai pas écrit un livre sur ma performance qui est resté assez anonyme, faut bien le dire. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre un peu comment fonctionne cette course et surtout comment les coureurs qui y vont s'y préparent, comment ça peut aussi les transformer parce qu'une course comme ça, on n'en sort pas indemne en fait. Et donc le bouquin en fait, il a été écrit à la première personne, mais vraiment parce que moi je suis un peu le guide qui va suivre ces athlètes et où il est vraiment centré sur des coureurs. Moi, j'en ai suivi 9 sur les 40 pendant 4 ans. En équivalent j'ai suivi aussi bien sur les sentiers que dans des petits repas parfois de famille, des visionnages de films, enfin dans leur quotidien finalement. Et l'idée, c'est de plonger un peu le lecteur et lectrice dans le quotidien de ces coureurs pour comprendre un petit peu sur 4 années qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que la Terre-Rome, on se rend compte que c'est une épreuve où finalement quand on est un peu hameçonné par la course, j'ai envie de dire, on y revient. Souvent, c'est une inscription sur 3 ans quasiment parce que c'est une course où on apprend beaucoup d'abord sur soi, mais aussi sur les règles du jeu parce que ça reste un grand jeu. Et donc le livre, en suivant ces personnages qui sont des personnages réels, moi je dis personnages entre guillemets Mmh. parce que c'est aussi il y a des récits de vie derrière qui sont complètement bluffants. Peut-être qu'on pourrait y revenir Ouais. si ça intéresse, mais j'ai rencontré vraiment des personnalités moi qui m'ont estomaqué et encore aujourd'hui dont je suis très admiratif parce que c'est des personnes qui ont pas forcément des prédispositions, je dirais, pour performer, qui au-delà de cette course n'ont pas forcément eu des grands résultats, mais en fait cette course elle a tellement fait vibrer en eux une sensibilité qu'ils arrivent à ce moment-là à se transcender et surtout cette course elle demande des facultés et des capacités qui vont pas être je dirais évaluées sur d'autres épreuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur un marathon, un trail classique, on n'a pas besoin de s'orienter, on a la gestion, elle est quand même assez limitée finalement, c'est une gestion de l'effort, de l'alimentation, du temps. La Terre-Rome, en fait, il y a tellement de paramètres en plus à concevoir que ça permet à des profils un peu différents aussi de sortir un peu de l'ombre. Tu dirais que c'est l'écriture de ce livre et le fait de t'intéresser énormément à cette course, ça t'a aussi permis de comprendre, mieux le fonctionnement et les enjeux aussi, de la discipline? La discipline en général, tu veux dire, Ouais, ouais. toutes catégories confondues? Ouais, je pense que, ben, déjà, en fait, la question de base qu'on m'a posée, moi, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du trail? Est-ce que ça en est pas aussi? Enfin, où est-ce qu'on la classe? Donc, Mmh. forcément, il y a une grosse étape qui a été de se dire sur quels sont les critères, en fait, pour la faire rentrer dans un champ, on dirait, de disciplinaire. Et, euh, et donc, oui, forcément, moi, j'ai aussi beaucoup lu, j'ai fait beaucoup d'observations, plus de 50 courses, hein, des ultras aussi, pour comparer. J'ai interrogé des coureurs d'épreuves comme la Terminerum, les backyards, etc., mais aussi des coureurs, plus de 2000 coureurs qui participaient à des épreuves de trail plus classiques pour voir aussi s'il y avait des aires de famille. Et globalement, Mmh. aujourd'hui, oui, pour moi, la Terminerum, de la même façon que le kilomètre vertical, ça appartient à la famille du trail running. La Terminerum, elle en fait partie aussi, mais tous les deux, on va dire, sont sur un spectre, sont à l'opposé, quoi. Donc ça, forcément, ça m'a permis de comprendre un peu mieux ça. Après, je dirais que la Terminerum, c'est un peu c'est presque une fable, en fait, d'une certaine façon, parce qu'on est sur une épreuve qui inverse beaucoup, en fait, des codes de la discipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de coureurs qui arborent un t-shirt de finisher sur les bords des fleuves, des grandes villes, sur des lieux de vacances, peu importe, dans leur entraînement quotidien. Là, et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de finishers quand même. C'est presque Mmh. une norme aujourd'hui de finir, même si ça reste difficile pour beaucoup de courses. La Terminerum, on est sur 0% quand j'ai commencé à m'y intéresser, 2% aujourd'hui. Les backyards, on a un seul coureur qui va être amené à être déclaré finisher. Donc ça inverse un peu des codes de la discipline. Et de la même façon, on se rend compte aussi que sur les grandes épreuves aujourd'hui, il y a quand même un rapport marchand qui est de plus en plus présent.
c'est indéniable et enfin, les articles le prouvent assez aussi bien les articles de presse que les articles scientifiques. Et sur la terminale, ça coûte que 3 euros. Donc on a aussi un inversement de ces codes-là qui sont un peu les grandes normes, je dirais, de la discipline. Et ça, en soi, ça fait un peu là un effet de miroir, quoi, un petit peu un miroir inverse. Et forcément, quand on s'intéresse au reflet, ben on a de l'autre côté une autre image qui est un peu plus nette. Je trouve ça intéressant, ce que tu dis sur, la démarche de comprendre à quoi appartient la course. Est-ce que c'est du trail? C'est vrai que bêtement, moi, sans y penser directement, je me dis: «Bah oui, c'est du trail running». Mais donc oui, il y a vraiment cette démarche de comprendre la nature même de la course, quoi. Ouais, comprendre et puis aussi comprendre pourquoi cette course est menée aujourd'hui. Parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée autour de la Barclay. La Barclay, c'est 85-86 et quand on regarde médiatiquement, on a l'impression qu'elle est née il y a 10-15 ans en C'est clair. France. Et sachant que la France, c'est quand même un pays qui a une relation hyper particulière avec la Barclay parce qu'il suffit de voir le contingent français tous les ans. Il est hyper important, hein, sur les 40, c'est 5, voire 6 athlètes. Et, euh, et en fait, c'est aussi qu'est-ce qui fait que cette épreuve, à un moment donné, on va venir l'éclairer, la mettre en lumière, alors qu'elle existe depuis finalement plusieurs décennies. Et moi, la question que je me suis posée aussi, c'est qu'est-ce qui faisait finalement que cette terre énorme, elle pouvait exister dans ce paysage-là, quand je dis paysage, c'est à cette époque, Mmh. et aussi dans pourquoi la Chartreuse aussi. Il y a plein de questions autour. Donc ça, c'était la première partie de l'enquête. C'est pas ce que je relate dans le livre, mais on va dire que c'est des questions que je me Ouais, suis bien sûr. posées avant de mettre les pieds sur le terrain pour essayer de finalement de pas être totalement en terrain inconnu. Plus axé sur, le processus de création du livre. On en parle depuis tout à l'heure, mais les auditeurs peuvent peut-être se demander comment on écrit un livre sur le trail. On commence par quoi, en fait? Alors moi, j'ai commencé par une thèse, donc c'est un processus un peu particulier parce que j'ai passé 4 ans à faire une thèse vraiment sur cette terminerum, ce qui fait que j'avais collecté énormément de matériaux, que j'avais déjà finalement beaucoup écrit sur le sujet. Mais moi, la question qui m'a animé, c'est moi, je voulais pas faire une thèse bis. En gros, j'ai vraiment il y a aucune ligne qui est commune. La thèse, elle a été écrite vraiment avec le nous, le on, qui sont des tournures un peu scientifiques. Le bouquin, c'est vraiment avec le jeu et tout a été changé, hein. C'est un livre d'aventure plus qu'autre chose. Et je pense qu'au préalable, il faut se demander pour qui on l'écrit. C'est une question qui paraît un peu évidente, mais si tu l'écris pour, je sais pas, des personnes qui, est-ce que je l'écris pour les 40 qui tous les ans vont postuler à Terminum, ou est-ce qu'on va un peu plus loin? Et dans ce cas, tu changes un peu ton vocabulaire, tu changes le côté technique un peu du bouquin. Après, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on veut pas dire aussi, c'est une question que tu poses parce qu'à Terminum, il y a tellement de secrets. C'est Mmh. le parcours est dévoilé la veille, le mode de sélection. Qu'est-ce qu'on peut et ne pas dire? Donc ça, c'est un petit peu ce qui moi m'a orienté. Puis après, tu as aussi des côtés assez simples, mais moi, j'ai voulu écrire un livre qui finalement m'aurait fait plaisir si j'avais été amené à le lire venant de quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé en tête et moi, j'avais déjà un plan assez cadré finalement. Je m'étais dit, cette question du départ qui a fait que j'ai voulu travailler sur l'épreuve, c'est-à-dire que personne ne l'avait fini. Ça a été un peu mon fil rouge. Et derrière, retracer un peu les grandes lignes sur les 4 ans. C'était un plan assez simple, c'était chronologique. Et je me suis dit comment faire aussi parce que moi finalement je suis le guide, mais les héros pour moi restent les coureurs que j'ai suivis. Donc comment les intégrer aussi dans le processus d'écriture. Et je me suis dit, comme cette Terminorum, pour moi c'est un grand théâtre parce qu'il y a le côté performance, mais la performance c'est physique, mais en théâtre il y a aussi une performance dans le rituel, dans la mise en scène. Et cette course elle est basée sur le rituel et la mise en scène. Je me suis dit, donc, si c'est un grand théâtre, forcément, dans une pièce de théâtre, il y a des apartés, des moments Mmh. où les personnages vont glisser quelques conseils audibles uniquement par le public. Et donc, j'ai demandé aux coureurs, qui étaient finalement les protagonistes de mon enquête, de prendre la plume aussi à 12 occasions pour donner un angle de la Terminorum, pour éclairer un angle de la Terminorum avec leurs propres mots et pour donner à travers leur témoignage un conseil au public, quoi. Tu disais tout à l'heure, le processus d'écriture, il passe aussi par beaucoup de présence, forcément sur le terrain, de Ouais. discussion, d'interaction et puis aussi le fait, que tu as une approche aussi, forcément scientifique bah, ça va avec. Tu nous l'as dit, tu as entendu beaucoup de personnes, beaucoup d'histoires. Quelles histoires, quels récits t'ont particulièrement marqué?
Alors juste pour donner un peu des chiffres, hein, sur la présence sur le terrain, j'avais fait des relevés avec un petit peu avec ma montre, etc. durant les 4 ans. J'avais couru en entraînement avec les athlètes, l'équivalent de 12 îles Marseille, tu vois, Mhm. et de 116 Mont Blanc. Et j'ai pas regardé le nombre d'heures, mais on se doute que ça fait quand même quelques heures, tous ces kilomètres et tous ces mètres de dénivelé. Et forcément, bah, quand tu es amené à passer autant de temps avec des individus, les barrières s'abaissent un petit peu parce que il suffit que tu fasses une randonnée avec quelqu'un de 6 heures, tu vas créer une intimité de fait. Et moi, en fait, aujourd'hui, les athlètes, sans être paternaliste, j'ai l'impression un petit peu que j'ai un lien avec eux. J'ai vécu des émotions incroyables avec tous, même dans l'abandon. Mhm. Enfin, parfois, même c'est même dans l'abandon que j'ai eu le plus de frissons. Après, si je dois parler de parcours, un des premiers c'est le premier que j'ai rencontré, c'est Mickaël Berton, qui est un athlète de la Terminerum. À la base, il n'aime pas courir, Mickaël. C'est un ancien militaire, il est militaire à la retraite, enfin retiré plutôt, il a fini sa période et il a plus envie de courir. Un jour, il se promène en Chartreuse, il voit ce qu'il appelait un coureur, plutôt qu'un trailer, il n'était pas encore trop familier du terme, et il voit donc quelqu'un courir là où lui randonne et il se dit mais mince, j'ai envie d'essayer. Alors il essaye quand même de trottiner en descente et puis il se rend compte que ça lui plaît. Et fil en aiguille, il se met à faire là pour le coup du trail. Et Nick, il aime bien justement il aime pas être mis dans des cases, il aime bien sortir un peu des sentiers battus. Et un jour, pour des raisons professionnelles, il se rend aux États-Unis et il avait entendu parler de la Barclay, donc il décide d'aller voir un peu à quoi ça ressemble dans le Tennessee hors de la course. Et en revenant dans l'avion, quelqu'un lui envoie, enfin en revenant, en descendant, je sais plus exactement, il y a une course comme la Barclay qui vient de naître en Chartreuse. Et là, il se dit mais c'est incroyable, c'est un signe, il faut à tout prix que j'y aille. Et en allant donc, il essaie de participer. C'est pas évident d'être sélectionné parce qu'il a pas un palmarès incroyable, mais il parvient quand même à sortir un peu du lot et il prend part à une Terminerum. Et là, bon, l'aventure, elle est vite arrêtée, hein, il l'explique assez bien lui-même, mais il a un choc en fait, complètement un choc esthétique avec cette course. Il se dit mais c'est ce que je veux faire en fait. La Mhm. Terminerum, c'est vraiment ce que je veux faire. C'est la course de ma vie en fait. Il se dit je veux pas seulement la courir, je veux la finir, je veux être l'un des premiers à la terminer. Et à partir de là, il a switché complètement, on va dire. C'est-à-dire il a arrêté un peu tout ce qu'il avait entrepris jusqu'alors. Il a changé, il a arrêté de travailler, il a revendu son logement, sa voiture. Il s'est mis en tête d'acheter un camping-car et pendant plusieurs années, il a vécu dans un camping-car avec pour objectif d'aller au bout de la Terminerum. Et donc forcément, ça c'est des parcours de vie qui paraissent assez incroyables parce que durant 4 ans en fait, il est dans une expérimentation quotidienne de lui-même et il est dans une recherche aussi de ce que lui appelle une certaine forme d'authenticité. Et et à côté de ça, il est capable de mettre en place toute une série d'actions pour progresser pour lutter contre le sommeil, la fatigue, pour optimiser. Il est dans une optimisation et avec surtout comme idée de finir la terminera, mais il en est persuadé. Et donc, moi, j'ai eu la chance, c'est la première personne que j'ai rencontrée dans le cadre de mon enquête, de le suivre pendant toutes ces années et de vivre avec lui des émotions folles parce que sur son chemin pour aller au bout de la terminum, il est passé par des épreuves vraiment insolites, je dirais, et, enfin, qui suscitent, enfin, moi, qui en tout cas m'ont bluffé et me bluffent encore aujourd'hui. C'est fou que la première histoire sur laquelle tu sois tombé soit celle-ci, quoi. Une histoire si passionnante et liée à un changement de vie créé par le sport et par cette course, quoi. Ouais, c'est vrai que je sais pas, c'est de la chance, hein, parce qu'en sociaux, la chance, on y croit moyennement. Mais de l'autre côté, c'est vrai que quand j'ai rencontré Mick, je me suis dit, mais si tous les coureurs de la Terre énorme sont comme ça va être assez fou, quoi, finalement, et assez insolite parce que enquêter sur quelqu'un qui vit en camping-car, qui est un nomade, hein, finalement, Mhm. ça demande aussi c'est assez complexe en fait parce que parfois Mick envoie un SMS en disant tiens, aujourd'hui je suis parti faire de la via ferrata dans les Hautes-Alpes, tu peux venir avec moi. Enfin, c'est assez atypique et souvent d'ailleurs je peux pas tout le temps le suivre. Mais par contre on a énormément échangé aussi par conversation. Vraiment, c'était un gagnant-gagnant, je pense, pour lui comme pour moi. Mais à côté de ça, il y a d'autres athlètes que j'ai suivis qui ont des parcours assez différents, mais c'est vrai que tous ont
des parcours de vie un peu en cascade, je dirais, avec plein de. Par exemple, j'ai rencontré Céline qui a décidé pareil un jour de vivre en Norvège, de vivre aux États-Unis, qui avait jamais fait d'ultra trail, mais qui avait envie de courir cette Termine Rome et était fan de la Barclay, et elle a réussi à mettre des ingrédients aussi, à aller faire finalement des sorties parfois aux États-Unis où elle se demandait s'il fallait pas qu'elle soit armée vu le nombre de bestioles qui gravitaient autour d'elle. Enfin, c'était des anecdotes assez insolites. Et puis après, même au quotidien, j'ai dit 9 à tête. Je pense aussi à Eric, qui est un enfant un peu lui de la Chartreuse, qui connaît la Chartreuse comme sa poche, qui va être capable de vous emmener sur des sentiers oubliés, ou à côté de ça, vous faites un pas de travers, vous pouvez tomber dans un gouffre où vous voyez même pas le fond. Et tout ça, en fait, c'est une petite communauté qui existe, qui cohabite, et qui forcément est en ébullition permanente parce que les uns et les autres se suivent, et forcément ils ont un objectif qui est de vivre au mieux cette course. Et quand on a embarqué avec eux, moi honnêtement j'ai pas vu ces 4 années passées. C'était assez incroyable honnêtement. Est-ce qu'aussi il y a donc des contacts forcément pris avec l'organisation pour comprendre un peu les origines de cette course-là? Oui, alors après l'organisation, moi l'idée c'était quand même de faire un livre sur les coureurs, Ouais, bien sûr. pas sur les organisateurs ni sur la course finalement. Et mais je les ai quand même interrogés parce que forcément il y a des questions sur qu'est-ce qu'on a gardé du Tennessee et pour quelles raisons, quelles ont été les adaptations un petit peu, et elle les contraint d'essayer de comprendre un petit peu l'implantation de la course, je dirais, et de mieux comprendre les règles. Donc ouais, j'ai pu échanger avec Benoît Laval, que je connaissais d'avant la recherche, parce que quand j'étais en stage chez Red Light, c'est une entreprise qu'il a fondée. Mais les autres membres du Triumvirat, je les connaissais un peu moins. J'ai appris à les découvrir, et surtout à voir comment ils étaient complémentaires en tant que, je dirais, maître du jeu, parce que finalement cette course, c'est vraiment eux qui posent les bases, même si c'est les coureurs qui la font vivre. Mais de Mmh. l'autre côté, il y a énormément de travail de leur part pour s'inscrire vraiment dans l'histoire locale, pour faire évoluer la course aussi, et faire que cette course, souvent on me dit, mais cette course, elle est impossible, c'est n'importe quoi. J'ai entendu ça des centaines de fois, je crois. Et en fait, non, c'est pas ça du tout. Cette course, elle est possible, mais elle est possible à certaines conditions. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre tous les ingrédients pour justement la rendre possible pour 1-2% de coureurs lorsque tout est réuni, c'est-à-dire les conditions aussi bien climatiques que les conditions physiques des athlètes. Et ça demande un vrai travail d'équilibriste qui à mes yeux est loin d'être évident, loin d'être évident. Oui, et puis même au niveau du coureur, je pense qu'il y a une préparation qui est différente entre, un trail, on va dire plutôt, basique, une course simple à laquelle on se prépare juste pour la distance, la nutrition. Là, il y a un tout autre aspect qui joue aussi, donc comme tu l'as dit, bah, sur, la météo, sur ce qui peut, se passer, les livres à trouver et cetera, donc ouais, mais au niveau de la préparation, c'est complètement différent. Bah, disons qu'en termes de prépa, et ça je vais dire un peu ce qu'a dit Mick, c'est qu'il y a parce que c'est une course de boucle, hein, faut pas oublier, à Terre-Rome, c'est 5 boucles de 60 kilomètres, et voilà, près de 5000 mètres de dénivelé, sur des sentiers oubliés. Il y a aucune boucle qui met de 60 kilomètres qui va mettre un coureur dans cet état-là, en fait. C'est vraiment une boucle très compliquée, avec des parties techniques aujourd'hui, encore plus maintenant. Et forcément, quand on se prépare à cette épreuve, si on prend, je sais pas, enfin, Mick expliquait ça, lui, il prend pas de plan d'entraînement, par exemple. Il s'entraîne par OK. lui-même. Mais je pense que s'il était amené à solliciter un vrai entraîneur, un vrai coach, à lui dire qu'il se prépare pour une course, finalement, de 80 heures et 300 kilomètres, et finalement, il y a beaucoup lèveraient les yeux au ciel en disant non, en tout cas, c'est trop compliqué, ou parce qu'il y a trop d'aléas, en fait. Mmh. On peut s'entraîner pour 300 kilomètres et finalement en faire à peine 50, et ça, c'est assez difficile, et surtout, ça demande des compétences qu'on ne peut pas forcément évaluer classiquement. Moi, j'ai fait une année le test de prendre un entraîneur, et je me rendais compte, en fait, qu'en suivant sa préparation, si j'avais suivi jusqu'au bout, entraîneur quand même plutôt reconnu, je dirais, Mmh. bah, j'allais concrètement dans le mur, parce qu'il se représentait pas ce qu'était cette boucle, en fait. Il se Ah ouais. représentait pas ce que c'était que de marcher vraiment dans une forêt quasiment un peu hostile par moment, et surtout, enfin, il se représentait que certains paramètres, en fait, de l'épreuve. Et donc les coureurs, par conséquent, sont obligés de s'entraîner par eux-mêmes, et parce que aussi les coureurs, finalement, chaque année,
du fait de l'échec, sont capables de dire, bah, c'est ce point-là qui m'a manqué. Et ce point-là, il n'est pas forcément écrit dans un guide de trail. Ouais. Cette course, tu l'as courue, tu l'as comprise. Je pense que même si t'as pas, sûrement pas fini de la cerner au vu de la course, Ouais. t'en as déjà vu pas mal d'aspects. C'est quoi la suite? Est-ce que pour toi, il y a une volonté de continuer à avoir peut-être aussi comment dire, d'être un acteur du développement de cette course-là? Est-ce qu'il y a une volonté d'intégrer la course d'une nouvelle manière, de continuer à écrire sur le sport? Ouais, c'est une question que je peux être amené à me poser en ce moment, qui j'ai pas forcément une réponse arrêtée. Ce qui est certain, c'est que la course, aujourd'hui, elle est en train d'évoluer. Elle évolue parce qu'il y a des personnes qui ont fini, hein, quand même. Donc forcément, quand il y a des personnes qui finissent, qui sont amenées à finir, le degré de difficulté est revu un petit peu à la hausse. Et donc, c'est une course qui est encore neuve, en fait, qui est assez jeune. Donc, il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. Moi, je travaillais vraiment sur les pionniers du 0 tour au 5 tours. Ouais. C'était, voilà, forcément, il y a des choses à raconter. Moi, aujourd'hui, je continue de suivre certains athlètes que j'ai suivis parce que eux ne s'arrêtent pas à la Terminerum, participent prochainement au Tour des Glaciers. C'est beaucoup sont allés à la Barclay quand même aussi depuis. Donc Ok. il y a des passerelles, ça permet de continuer aussi de les suivre un peu plus longtemps. La différence c'est qu'aujourd'hui moi je cours plus avec eux pour des raisons assez pragmatiques, c'est que c'était très chronophage de le faire, hein, quand même, et que j'ai une carrière d'enseignant aussi à mener qui les deux sont pas forcément compatibles. Et puis parce que j'ai pas forcément le je pense que c'était bien pour ce terrain-là, mais qu'on ne peut pas le dupliquer Hmm. à tous en fait. Et à l'avenir, j'aimerais continuer de travailler enfin, je continue d'ailleurs de travailler sur le trail, sur d'autres thématiques. J'ai travaillé pas mal sur l'assistance dernièrement pour comprendre un petit peu. Alors, bien sûr, là, Terminerum, c'est particulier. On est une course où il n'y a pas d'assistance, Hmm. mais justement, c'est sur les bacards à Navière, ça a beaucoup d'assistance. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser avec une collègue qui s'appelle Florence Soulet-Bourneton. Je travaille aussi sur les discours autour du minimalisme avec d'autres collègues de Lyon. Et j'ai des projets encore à l'avenir. Et sur la terre énorme, c'est certain que je continuerai à y aller parce que déjà j'habite pas très loin quand même, et puis parce que c'est une course qui j'ai pas épuisé mon lot de questions là concernant, même si j'ai répondu à certaines, mais forcément c'est toujours la même chose. Plus on va loin dans une démarche, plus il y a de nouvelles questions, enfin des nouvelles Ouais, c'est questions sûr. qui nous apparaissent. Donc je me sens pas encore fatigué par l'épreuve. Et tous les ans, quand c'est le mois de juin, je me pose toujours la même question: est-ce que quelqu'un arrivera à terminer? À quelle sauce ils vont être mangés? À quelle heure sera donné le départ? Et qui seront les concurrents aussi? Donc il y a beaucoup de choses. Après, l'idée de participer au développement de la course, moi je suis chercheur. Je pense que la course, elle n'a pas besoin de moi pour se développer. Elle se développe très bien grâce aux coureurs et au triumvirat. Et voilà, si par le bouquin, ça peut la faire grandir un peu plus vite, bon, c'est très bien, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de le moins l'impacter possible, quoi. Donc il y a encore quand même beaucoup d'aspects et de questions que tu veux traiter. Ça Ouais, promet de belles choses pour la suite. carrément, Ah, carrément. forcément, on invite, après avoir entendu tout ça, tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie d'entrer plus en détail à se procurer le livre. Toi, j'ai l'obligation de te poser la question finale qu'on pose à chaque podcast. Si tu devais résumer le trail en un mot, en une phrase, qu'est-ce que ce serait? Oh, Dur. très dur, très dur. Faut peut-être mieux choisir. Faut faire les deux, un mot, une phrase, Non, un ou mot ou une phrase, c'est comme tu le souhaites. je dirais bulle. Ville. Ça peut paraître très bizarre, mais je pense que je dois pas beaucoup dire ce mot. Mais je pense que le trail aujourd'hui, c'est un genre de bulle. Alors, je sais pas si je peux développer pour expliquer pourquoi, mais sinon, ça laissera Le des mystère. interrogations et voir ce que j'entends par là. Mais ouais, je pense que le trail, aujourd'hui, on est un peu. Pourquoi je dis bulle? Parce que on entend souvent le terme un petit peu de courir pour se reconnecter ou se déconnecter, donc avoir un temps un peu pour soi, un temps finalement comme une bulle de bien-être aussi, et puis parce que je me pose beaucoup de questions sur la discipline, comment elle est en train d'évoluer. J'en ai de Chamonix aussi, et je m'interroge aussi sur le côté bulle presque éco. Est-ce qu'à un moment donné ça peut continuer à grossir comme ça? C'est une question que je me pose, mais ouais, je dirais bulle parce que
c'est surtout ce côté quand même, on le fait pour soi et on y met ce qu'on veut finalement dedans. Et ce qui est le trail pour j'ai dit au début, la Time Rome, est-ce que c'est du trail ou est-ce que ça en est pas? Pour certains, ça en est toujours pas. Et donc, il y a quand même le côté bulle, ça renvoie quand même à un défi personnel, je pense. Je trouve ça toujours passionnant à quel point j'ai des mots différents à chaque interview, ce qui peut aussi être intéressant. Tout le monde ne le perçoit pas de la même manière, donc bulle, c'est la première fois en tout cas, et j'aime beaucoup. Est-ce que tu as envie de rediriger nos auditeurs autre part? Alors forcément, on a dit ton livre, mais sur des événements, tes réseaux sociaux. Si les auditeurs veulent me suivre sur les réseaux, c'est très bien. S'ils veulent suivre d'autres athlètes de la Terre Rome, c'est très bien aussi. Après, c'est pas forcément. Je, j'ai pas mal de projets aussi en tête, pas mal de personnes que je suis et que j'ai tendance parfois à admirer, je dirais. Et un projet que j'aimerais bien creuser par la suite, c'est peut-être ce qui est des tentatives un peu de FKT, de record. Donc forcément, j'inviterai des cohorts et des auditeurs aussi à s'intéresser un peu à tout ça. Et si je dois donner quelques noms de personnes à suivre, moi je dirais là rapidement peut-être Sébastien Réchon quand même, qui est quand même à mes yeux un sacré personnage et un très bel athlète. Et peut-être Fleury Roux aussi, parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est hyper décalé, hyper frais. Et je trouve que c'est pareil, un athlète très complet et que j'ai plaisir à suivre à chaque fois dans ces différents défis. Ouais, c'est des athlètes que tu suis particulièrement. Alors, Fleury, je l'ai jamais rencontré. Je suis vraiment plus par l'intermédiaire d'amis et par les réseaux. Mais à chaque fois, je trouve que ce qu'il fait, je trouve que c'est des bonnes idées. Il a un ton qui me plaît bien aussi. Il vient fait pas mal aussi d'orientation et pour toutes ces raisons, il y a forcément des passerelles et je serais curieux de le voir à l'avenir sur des courses, pourquoi pas à la Terminerum, mais je pense que ça pourrait bien matcher. Voilà un petit peu, ouais, les pistes que je peux dire. Enfin, si jamais c'est des pistes. On recommande à tous ceux qui nous écoutent de se pencher vers ça si ça les intéresse. Et puis pourquoi pas de venir voir en vrai cette fameuse course dont on a pu parler dans cet épisode. Pour ceux qui veulent tenter leur chance, donc on va faire gagner un de tes livres sur Instagram, donc sur l'Instagram de Miles and Minds. Voilà, ceux qui sont intéressés, n'attendez pas le concours, mais ça peut être une chance pour quelqu'un, un ami peut-être qui passionné de trail, de course, de défis, d'aventure. Voilà, ça peut être aussi une porte. Donc, on peut se voir là-bas. Parfaitement. Sinon, encore merci d'avoir accepté cette interview. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, de voir des récits aussi passionnants et puis aussi de voir le trail par un prisme plus scientifique. C'est toujours intéressant. Merci à toi et à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup.